Au lendemain de la Première Guerre mondiale, nombreux sont ceux qui veulent à tout prix éviter un autre conflit de cette envergure. Pourtant, les différents efforts de paix se feront en vain car aura lieu malgré tout la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour, chers amateurs d'histoire. Alors, on a vu précédemment de quelle façon la Première Guerre mondiale s'était terminée avec la défaite de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Et on avait vu de quelle façon on avait organisé la paix, en quelque sorte. Donc, à la conférence de paix qui a été réunie à Paris de janvier à mai 1919, donc l'occasion pour signer le traité de Versailles, entre autres, le Conseil des quatre, qui comprenait la France, le Royaume-Uni, l'Italie et les États-Unis, donc les quatre vainqueurs, avait imposé la volonté des vainqueurs aux vaincus. Évidemment, Woodrow Wilson, le président des États-Unis, avait amené quelques éléments, donc quelques beaux principes. Néanmoins, ces arguments ne convaincront pas tout le temps tout le monde. Malgré leur belle volonté qu'ils affichent, les vainqueurs vont assez peu respecter les principes mis de l'avant par le président américain Thomas Woodrow Wilson. On parle ici du principe des nationalités et du droit des peuples à s'autodéterminer, donc à décider eux-mêmes de leur avenir. Ainsi, donc, comme ces principes seront assez peu respectés et que d'autre part, il y a des dissensions entre les vainqueurs, les rancœurs seront nombreuses. Elles vont contribuer à alimenter les problèmes des relations internationales de l'entre-deux-guerres. Il y a notamment l'Allemagne qui est considérée comme responsable du conflit, du moins officiellement, qui va être non seulement amputée territorialement, mais aussi elle va être désarmée et surtout, elle va être soumise au paiement pour des décennies d'énormes réparations de guerre. Alors, du côté des Allemands, on juge que le traité de Versailles lui a été imposé et que c'était un diktat inadmissible. Donc, beaucoup de rancœur du côté des Allemands. Autre chose qu'il faut mentionner aussi, c'est que l'Europe centrale et orientale se trouve à être morcelée par ce même traité et l'ensemble des traités qui l'accompagnent. Et on assiste notamment à la disparition de l'Autriche-Hongrie qui se traduit par la création de nombreux petits États. Le problème, c'est que ces petits États étaient souvent très fragiles et d'autre part, les peuples qui en font partie étaient mécontents des frontières qui ne tenaient que fort peu compte des problèmes de nationalité. Alors, ça faisait autant de germes potentiels pour de nouveaux conflits. Et en fait, ce qu'il faut savoir, et comme je l'ai dit précédemment, c'est que les vainqueurs, lorsqu'ils ont établi les nouvelles frontières, s'étaient surtout préoccupés de construire un cordon sanitaire contre l'extension de l'idéologie révolutionnaire hors de l'URSS. Alors, on s'inquiète de l'URSS, on ne veut pas que cette idéologie se développe ailleurs en Europe, donc on place des États tampons un peu partout pour essayer de diminuer la progression de cette idéologie qu'on trouve très dommageable, très dangereuse. D'autre part, il y a aussi des insatisfactions au sein des vainqueurs. L'Italie, qui en fait partie, est mécontente de son sort notamment. Alors, elle estime que la victoire dont elle a fait partie, cette victoire est mutilée, car ses revendications territoriales, notamment en Dalmatie et en Albanie, n'ont pas été satisfaites. Alors donc, les Italiens sont mécontents. Le Japon, de son côté, qui fait aussi partie des vainqueurs, jugeait très insuffisantes ces nouvelles acquisitions en Asie. Et pour ce qui est de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis, même s'ils avaient plus ou moins atteint leurs objectifs de guerre, c'est-à-dire qu'ils avaient anéanti l'arsenal militaire allemand et réorganisé l'Europe et créé aussi la Société des Nations, c'est-à-dire la SDN, dont l'objectif était de garantir la sécurité et la paix, bien, ces trois vainqueurs vont rapidement diverger dans leur politique par la suite. Alors, la France, qui est dirigée par Georges Clemenceau à l'époque, n'avait pas obtenu toutes les garanties qu'elle demandait contre l'Allemagne. Elle voulait notamment annexer la rive gauche du Rhin, alors que le Royaume-Uni refuse. Alors donc, la France se heurte au refus du Royaume-Uni qui, avec Lloyd George, prônait une politique plus modérée à l'égard des vaincus.
Et pour ce qui est des États-Unis, quant à eux, même si c'est le président Wilson lui-même qui avait proposé la Société des Nations, donc cette nouvelle tribune internationale, ben finalement, les États-Unis, dès 1919, retournent à leur politique isolationniste traditionnelle. Donc, ils refusent de se mêler des conflits internationaux. Le Sénat, en fait, va désavouer Wilson et va refuser de ratifier les traités signés par celui-ci. Et les États-Unis vont refuser de faire partie de la Société des Nations. Alors, si les années 20 apparurent au début comme une période marquée par la volonté de bâtir une paix stable, la situation va changer radicalement avec les effets de la Grande Crise et la montée des fascismes. Mais d'abord, retournons en arrière, la création en 1920 à Genève de la Société des Nations suscitait beaucoup d'espoir parce qu'elle répondait à un idéal généreux et soulevait donc beaucoup de possibilités. Alors, la Société des Nations, au moment où est-ce qu'on la crée, devait garantir la paix par la sécurité collective. Alors, elle ouvrait de ce fait une tribune internationale à tous les pays adhérents, mais déjà, il y avait comme un verre dans la pomme parce que seuls les vainqueurs ou les pays qui étaient restés neutres lors de la Première Guerre mondiale, pendant le conflit, pouvaient y adhérer. Alors donc, l'Allemagne n'en fait pas partie au début, ni l'Autriche, ni la Russie. Alors donc, et les États-Unis eux-mêmes décident de n'en faire pas partie. Alors tout ça va plomber un peu l'aile de la colombe de la paix. D'autre part, il faut savoir que les pouvoirs de la Société des Nations restaient assez limités. Elle restait limitée en fait à ses capacités de persuasion. Alors, en cas de difficulté sur le terrain international, la Société des Nations ne pouvait prendre que des décisions de sanctions morales ou économiques. Alors, des sanctions morales, ça ne fait jamais beaucoup de tort de façon générale, alors donc c'était assez peu. Et d'autre part, les sanctions économiques étaient volontaires de la part des membres. Alors, les membres de la Société des Nations pouvaient refuser d'appliquer les sanctions économiques envers un État récalcitrant. Alors, on devine que ceux qui avaient des liens économiques importants, étroits avec les États récalcitrants refusaient de les appliquer en général. Alors, c'est dire à quel point la Société des Nations manquait de dents. Alors, elle manquait de possibilités de contraindre un membre à vraiment respecter l'opinion internationale. Et d'autre part, contrairement à l'ONU de nos jours, la Société des Nations n'avait aucune force militaire, sauf celle que les États pouvaient leur prêter éventuellement. Et en outre, les États-Unis, n'ayant pas ratifié le traité de Versailles, n'adhérèrent pas non plus à la Société des Nations, ce qui va limiter considérablement son action. Cela dit, malgré les insuffisances de la Société des Nations, force nous est d'avouer qu'il y a quand même plusieurs tentatives de paix au cours des années 20. Il y a plusieurs indicateurs qui nous éclairent sur l'esprit pacifique des années 20. Il y aura notamment la fameuse conférence de Washington en février 1922, où est-ce que les principales puissances navales, ce qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Japon et l'Italie, donc ces différentes puissances navales vont décider, d'un commun accord, de limiter leur flotte selon un ratio déterminé. Il faut mentionner que la puissance d'une nation à l'époque se calculait essentiellement par sa flotte navale. Alors de nos jours, c'est davantage l'aviation, mais pendant longtemps, c'est la flotte navale qui faisait foi de la puissance d'une nation. Donc, cet effort allait quand même dans la bonne direction. D'autre part, il faut mentionner également les accords de Locarno qui sont issus de la conférence du même nom qui a eu lieu du 5 au 16 octobre 1925. Alors, ces accords de Locarno illustrent la courte période de réconciliation franco-allemande. Alors donc, les Allemands et les Français se rapprochent peu à peu sous l'impulsion des deux ministres des Affaires étrangères de l'époque, Aristide Briand et Gustave Stresemann. Alors donc, accompagnés par aussi les Britanniques, les Belges et les Italiens, ils vont signer des accords qui garantissaient les frontières européennes, en particulier les frontières de la France et de la Belgique avec l'Allemagne. Alors donc, en 1926, suite aux accords de Locarno, la France, rassurée, va finir par accepter l'admission de l'Allemagne à la Société des Nations. Alors, à cette époque-là, on commence à avoir davantage d'optimisme par rapport au réchauffement des relations entre les Français et les Allemands, les principaux ennemis, lors de la Première Guerre mondiale.
Un autre symbole du pacifisme de cette époque-là, c'est le pacte Briand-Kellogg, alors du nom du ministre français des Affaires étrangères et le secrétaire d'État américain. Donc, on va signer le pacte Briand-Kellogg à Paris le 27 août 1928 avec une soixantaine d'États, et c'était un pacte de renonciation générale à la guerre. Et les signataires s'engageaient à résoudre tous les conflits de manière pacifique. Alors donc, l'optimisme est d'usage dans les années 20. Et donc, plusieurs efforts significatifs sont faits et on pourrait croire, à la fin des années 20, que les Allemands perdent une partie de leur ressentiment face aux Français. Mais tout cela n'est que de la poudre aux yeux. Et un des éléments qui va considérablement gêner la propagation de la paix, c'est la crise économique de 1929 qui va augmenter la misère de façon importante dans les différents pays d'Europe, notamment en Allemagne, où le ressentiment va atteindre des proportions incroyables et mener à la montée d'un régime totalitaire.